au mois de mai avec un autre député, et puis on en aura une en juin sur les enjeux du ZAN, du zéro artificialisation nette, notamment pour les collectivités locales, pour savoir comment on s'empare du sujet quand on est candidat ou élu et qu'on souhaite retourner candidater pour les municipales 2026. Donc voilà, on va vous proposer un cycle qui durera jusque octobre, novembre, peut-être jusqu'à la fin d'année, avec voilà, des sujets qui nous semblent vraiment un enjeu pour la préservation de la planète et du vivant, pour montrer aussi qu'il y a des leviers d'action localement et que dans les territoires, on peut agir sur ces sujets-là. Compléter sur l'association, une date importante également, on tiendra notre assemblée générale le 24 avril prochain, samedi 24 avril à 14 heures en visioconférence. L'assemblée générale est bien sûr ouverte à tous les adhérents volontaires de l'association. Et si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'on peut faire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Un moyen de suivre l'actualité de l'association, c'est également le site internet sur lequel vous pouvez notamment vous inscrire à nos newsletters. On a deux formats de newsletters principaux qui sont une newsletter mensuelle sur l'actualité autour de la transition avec beaucoup d'outils, beaucoup d'éléments très intéressants. C'est piloté par Élise Pupier. C'est une newsletter qui est vraiment intéressante, donc je vous invite à vous inscrire. Et la deuxième newsletter est plutôt sur l'actualité de l'association. Vous pouvez également nous suivre à travers notre boucle Telegram que je vais vous partager dans la discussion. L'objectif de cette boucle Telegram, c'est de remonter les sujets d'actualité autour de la transition. Et on a ensuite d'autres boucles sur Telegram qui sont plutôt des boucles de travail pour les adhérents autour justement des sujets d'action. On a une boucle sur la communication. Voilà, donc sentez-vous libre de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. On a un niveau d'adhésion qui est gratuit pour démarrer si on veut être sympathisant, découvrir ce qui se passe et recevoir l'actualité. Et après, bien sûr, on apprécie les soutiens également avec les adhésions financières, pécuniaires, parce que l'objectif, c'est d'avoir un petit peu de moyens pour pouvoir justement diffuser nos idées. Donc, vous avez reçu dans la discussion le lien pour suivre la boucle sur Telegram et je vous invite vraiment à la rejoindre. Et n'hésitez pas sinon à aller sur notre site Démocrate pour la planète en tapant sur Internet pour vous inscrire notamment sur la newsletter. Et comme vous l'avez vu, Philippe Bolo nous rejoint dans quelques minutes car il était dépendant du train. Et donc voilà, il arrive, il nous rejoint. Si vous avez des questions sur l'association en attendant que Philippe arrive, n'hésitez pas à nous remonter des éléments. Je pense que plusieurs d'entre vous nous suivent déjà sur l'association ou sont membres de l'association. Si on a des nouvelles têtes, n'hésitez pas à nous poser les questions. Vous êtes bien sûr tout à fait libre de le faire. Et peut-être juste rappeler pour ceux qui nous ont rejoints qu'on est diffusé en parallèle sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça qu'on a coupé vos micros et vos caméras. Et Philippe Boulot nous a rejoints. Bonsoir Philippe. Bonsoir à toutes et à tous et désolé pour les quelques minutes de retard. Nous avons présenté l'association pendant ce temps-là, Philippe. Pas de souci. Parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Donc, Philippe Boulot, député de la 7e circonscription de Maine-et-Loire, ingénieur agronome de formation et membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'Assemblée nationale. Depuis 2019, vous êtes particulièrement intéressé à ce sujet de lutte contre la pollution plastique en co-rédigeant notamment dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques plusieurs rapports sur ce sujet. Donc, je vais en citer quelques-uns. Pollution plastique, une bombe à retardement, mais aussi les enjeux scientifiques du traité international visant à mettre un terme à la pollution plastique ou encore les impacts des plastiques sur la santé humaine. Et vous avez également plaidé pour la rationalisation de l'utilisation des emballages et le développement de tout ce qui est éco-conception des produits. Donc, on propose aux participants de noter leurs questions puisque
Monsieur le député va exposer certains éléments et on va plutôt le laisser développer. Ça va durer une vingtaine, trentaine de minutes et puis ensuite on prendra les questions et puis on échangera avec vous sur ce sujet. Je ne sais pas, Philippe, si vous voulez dire un petit mot ou... C'est parfait, la présentation était nickel. Donc on peut Alors, commencer, parce qu'il y a déjà un petit peu de retard. on a Donc un petit peu de retard. celles et ceux qui étaient à l'heure, autant y aller tout de suite. Alors, tout d'abord, Philippe, je voudrais vous demander quelles sont, d'après vous, les compétences, les secteurs d'activité qui vont être concernés par le sujet de la pollution plastique quand on est un élu local, quand on souhaite s'investir dans sa mairie, où on va trouver ce sujet du plastique et de la pollution plastique. Merci Solène pour l'organisation de ce webinaire et je vais répondre à votre question. Mais avant, je pense qu'il n'est pas inutile de très rapidement, en quelques mots, de situer de quoi il s'agit, quel est le sujet que nous traitons aujourd'hui, parce que ça permettra vraiment de bien percevoir comment après, au niveau d'une commune, via quelle politique, via quelles compétences on peut agir. Donc ce sujet, si vous l'avez compris, c'est celui de la pollution plastique et je commencerai en disant qu'il ne faut pas confondre pollution plastique avec plastique égale pollution. Parce que finalement, on a une contribution qui peut être tout à fait variable d'un plastique à l'autre. Et pour cela, je vais essayer de vous faire cette démonstration entre des plastiques qui ne posent pas véritablement de problème de pollution et d'autres qui, au contraire, sont au cœur de ce sujet. Et cette différence, c'est par exemple, si on compare les emballages à usage unique, à durée de vie très courte, si on compare la fast fashion, vous savez que la plupart des vêtements synthétiques sont faits avec le même polymère que les bouteilles en plastique, et bien on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans la même logique que d'autres utilisations des plastiques qu'on peut avoir en santé, dans les hôpitaux, qu'on peut avoir dans les bâtiments, l'isolation des fils électriques qui permet à cette heure-ci un peu tardive d'avoir l'ordinateur, d'avoir allumé, d'avoir la lumière au plafond. Également dans la mobilité, avec l'allègement des véhicules qui émettent moins de CO2 également. Et c'est beaucoup moins cité, l'usage des plastiques dans les satellites d'observation de la Terre qui nous permettent de comprendre le climat et éventuellement les événements climatiques qui font un certain nombre de dommages et de dégâts, et on en a tous entendu parler, que ce soit à Valence ou à Mayotte. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Et quand on dit pollution plastique, donc vous voyez bien la différence entre les différents types de plastique. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de fuites, c'est des fuites dans l'environnement, des fuites d'un système qui comprend une certaine quantité de plastique. Et plus il y a de quantité de plastique dans le système, plus les fuites sont importantes. Et ces fuites, elles se passent à tous les stades de vie, à chaque étape de la chaîne de valeur des plastiques, que ce soit les granulés, alors c'est les tout petits granulés de polymère qu'on appelle granulés de polymère industriels, qui sont utilisés par les industriels pour confectionner les montures des lunettes, les coques des téléphones portables, tous les objets plastiques de notre quotidien. Et puis, c'est après l'utilisation des plastiques qui peuvent s'user et qui vont produire des microplastiques dans l'environnement. C'est une autre dimension de la pollution plastique. Évidemment, on y pense tous, c'est surtout à ça qu'on pense lorsqu'on réfléchit à la pollution. C'est le sujet des déchets, des plastiques en fin de vie qui deviennent des déchets qui sont plus ou moins bien traités. Et si en plus je vous dis que 10% des plastiques sont recyclés et qu'une quantité non négligeable de plastique, mais vraiment non négligeable, c'est, je crois, aux alentours de 70%. Des plastiques ont une durée de vie inférieure à 1 an dans le système de consommation, dans le système où ils rendent des services. Vous vous rendez compte qu'on est vraiment sur un système d'économie linéaire où on prend de la ressource, du pétrole, on fabrique des objets. Avant ça, il y a des granulés, on fabrique des objets qui deviennent des déchets. Et tout ça avec un vrai problème de rendement en matière de gestion des déchets, de recyclage et de fuite dans le système qui font de la pollution. Donc voilà tout ce qui interroge le sujet. Alors après, vous dire aussi, pourquoi parler des communes? Parce que c'est une autre partie de votre question, Solène. Euh, Parce qu'évidemment, quand on parle pollution plastique, on a plutôt tendance à croire, au travers des images et des informations qu'on nous renvoie, qu'on est sur un sujet mondial. On vous parle d'océan, donc ce n'est pas toutes les communes qui sont concernées. On vous parle de GIR, ces fameux continents plastiques qui n'existent pas vraiment. Le terme scientifique consacré, c'est les GIR, c'est les zones de concentration où les courants se rejoignent pour accumuler les différentes tailles de pollution plastique. Et puis, on vous parle aussi de choses qui se passent à l'autre bout du monde, les fleuves asiatiques, les déchets accumulés dans le désert au Chili, etc. Et donc, on aurait l'impression qu'on est très éloigné de ces sujets-là. Et puis, on vous parle aussi du traité international qui montre bien par son titre qu'on est sur un problème global. Alors, certes, on a un problème global, on n'arrivera pas à s'en sortir si on n'agit pas à l'échelle de la planète, mais pour autant, on a tous un rôle à jouer, et notamment à l'échelle des communes, parce que les solutions sont locales, et c'est bien l'objet de cette conférence d'aujourd'hui. Et alors, pour terminer sur cette première question qui m'a été posée, voilà, en quoi et comment les communes peuvent avoir, quand je dis les communes d'ailleurs, c'est aussi les intercommunalités, les départements et les régions, en quoi et comment elles peuvent avoir un rôle à jouer, eh bien, c'est au travers de leurs compétences et de leur politique publique. Sans détailler à ce stade
ce que je ferai un peu plus tard, lorsqu'on aura avancé dans les questions que vous me posez, Solène, sans détailler les actions qui peuvent être mises en œuvre, vous dire que ces compétences, pour vous en citer quelques-unes, et alors, il faut quand même que je vous dise tout de suite que je ne serai absolument pas exhaustif sur toutes les actions qu'on peut conduire à l'échelle communale, parce que sinon, il nous faudrait plus que le temps qu'on a prévu. Et puis, l'objet, c'est aussi de discuter avec vous et que vous ayez vous-même des idées à faire remonter. Donc, il peut y avoir des choses à faire dans le domaine de l'éducation et de l'enfance, il peut y avoir des choses à faire dans le domaine de la commande publique, des achats publics, dans le domaine des espaces verts et de la voirie, dans le domaine de la communication et dans le domaine des finances publiques. Je n'en dis pas plus, ça fait un peu le teasing pour les questions qui vont venir, mais vous voyez que les compétences et le portefeuille des compétences sur lesquelles on peut mener des actions en lien avec un objectif de réduction de la pollution plastique sont multiples. Voilà la façon dont je pouvais répondre à votre première question, Solène. Merci Philippe. Et par rapport à tout ça, quel est le cadre national? Quelles sont les lois dont on peut s'emparer quand on est une collectivité territoriale, justement, par rapport à ce sujet de la pollution plastique? Alors, je vais évidemment vous détailler la chose, mais avant vous dire, en préambule, que tout ça s'inscrit dans la logique de l'économie circulaire. Alors, pour la plupart, vous savez ce qu'est l'économie circulaire. Je pense qu'il serait intéressant si on avait la possibilité de faire un sondage auprès de toutes celles et ceux qui sont présents en disant c'est quoi l'économie circulaire. Je suis à peu près persuadé que le résultat c'est le recyclage. Mais non, justement, c'est pas que le recyclage, c'est bien d'autres choses. C'est 3 R. Alors, certains plus qu'on rentre évidemment dans le sujet, au-delà des 3 R, ça peut être les 5 R, certains parlent même de 9 R. Pour faire simple, évoquons ce sujet des 3 R. Donc les 3 R, c'est 3 actions possibles, 3 principes qui fondent l'économie circulaire, 3 piliers qu'il faut prendre dans l'ordre. Ça, c'est vraiment important. Le premier, c'est réduire. C'est la question de la sobriété dans la consommation. C'est-à-dire qu'en définitive, les fuites du système dans l'environnement qui font la pollution plastique, une première solution, c'est réduire. On a dit la quantité. J'y reviendrai tout à l'heure parce que certains, quand je vais dire ça, vont se dire ah ben ça y est, il est là, il promeut le zéro économie, etc. J'y reviendrai juste après. Donc réduire, on l'a dit. Ensuite, c'est réemployer. Là, je dirais que c'était le bon sens de nos grands-parents qui savaient un objet, le réparer, le réutiliser, le réemployer pour que sa durée de vie soit la plus longue possible et qu'on s'extrait de cette logique où finalement on utilise des objets sur des temps très courts qui ont mobilisé des ressources et qui vont mobiliser des moyens lorsqu'ils vont devenir des déchets. Et le troisième R, c'est celui de recycler, celui dont le marketing nous parle souvent et sur lequel on a un inconscient collectif en se disant l'économie circulaire, c'est recycler. Le recyclage, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ces objets, ils deviennent des déchets qu'on ne peut pas réemployer, réutiliser, réparer. Il va bien falloir en faire autre chose. Et donc, le principe, c'est de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire en refaisant de la matière première qui va permettre de repasser sur les objets. Et donc, vous avez bien compris, on est dans une logique tout à fait différente. Alors, cela appelle une transition de modèle économique. Et je voudrais insister très rapidement là-dessus. C'est pas parce qu'on parle d'économie circulaire, de réduction notamment, qu'on dit que l'économie, il n'y en a plus. Parce que l'économie, elle est absolument indispensable si vous voulez financer les politiques publiques qui sont celles de l'éducation, qui sont celles de la recherche, qui sont celles du remboursement de la dette, c'est aussi une politique publique malheureusement, celle du, c'est pas nécessairement malheureusement, enfin c'est une charge importante, ça en fait partie, c'est une politique publique. Celle de la recherche, je l'ai dit, de l'agriculture, du soutien à l'emploi, de la sécurité, de la défense, etc. Pour ça, il faut de l'argent. Et cet argent, c'est quoi? Eh bien, c'est un modèle qui, je crois, dont nous pouvons être fiers en France, qui fait qu'on a une activité économique qui va générer de la TVA, qui va générer de l'impôt sur les sociétés, qui va générer aussi de l'impôt sur les revenus pour ceux qui travaillent dans ces entreprises, et qui vont permettre d'avoir des ressources, des moyens qu'on va partager à l'échelle de la nation au travers de différentes politiques publiques. Donc moi, jamais, je vous dirais qu'il ne faut plus avoir ces recettes-là pour porter les politiques publiques. En revanche, le fait d'aller sur de l'économie circulaire, ça nous permet d'avoir un autre système de valeurs, un autre système de répartition des emplois qui nous permet toujours d'avoir une économie plus vertueuse du point de vue de l'environnement, sans renier sur la nécessité d'avoir des moyens financiers pour financer nos politiques publiques. Ça, c'est le principe général. Alors, comment il se développe après de manière plus concrète? Eh bien, écoutez, c'est très simple, c'est la loi AGEC de février 2020. Vous en avez tous entendu parler, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Alors, j'ai regardé, je vais vous dire en quelques mots, qu'est-ce qu'elle oblige aux communes? Parce elle avait plus d'une centaine d'articles, je crois. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, sinon ce serait trop long et trop ennuyeux à écouter. Donc, je vais vous donner ce que dit la loi AGEC pour les communes.
Vous allez voir que justement, il y a quelques nuances à bien percevoir. La première, eh bien, la première chose essentielle à comprendre, c'est qu'elle dit on va tout faire pour qu'à l'échelle communale, on interdise progressivement les plastiques à usage unique. Donc, vous voyez, on est bien dans cette logique de réduction et de réemploi, parce que l'usage unique, si on ne veut pas qu'il soit là, il faut réemployer. Et je vous donnerai un exemple très, très simple, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, c'est celui des établissements recevant du public où aujourd'hui il y a interdiction de servir de l'eau en bouteille plastique. Et donc on reviendra plus tard, dans la dernière partie des questions que va me poser Solène, enfin si elle ne me pose pas la question, j'y répondrai, sur ce sujet très particulier des ERP, des bouteilles plastiques et de l'accès à l'eau pour ceux qui fréquentent les ERP, à l'eau de boisson. Puis après, il y a toute une série d'autres choses qui est demandée par la loi AGEC, et vous allez voir qu'ils sont assez particulières. C'est-à-dire, c'est le tri à la source des déchets, y compris des biodéchets, vous en avez tous entendu parler. L'objectif de réduction des déchets, parce que dire qu'on trie mieux les déchets, qu'on les collecte mieux et qu'on les valorise mieux, c'est toujours bien aussi d'asseoir ça et d'adosser ça à une politique de réduction des déchets. La reprise des encombrants, que vous connaissez tous lorsque vous êtes dans une commune et que vous avez à vous séparer d'un canapé, d'un lave-vaisselle, etc. Et le sujet de la consigne. On pourra y revenir si vous avez des questions sur le sujet. Mais là, on se rend compte en disant ça que parfois, ça peut être une compétence communale et parfois, dans d'autres territoires, ça va être une compétence de l'intercommunalité parce que les communes ont confié ce sujet de la gestion des déchets à l'intercommunalité. Donc, vous voyez tout de suite qu'il faut bien faire la distinction entre ce qui relève de la commune, de l'intercommunalité, du département et de la région, chacun n'ayant pas les mêmes compétences. Voilà comment je pouvais répondre à votre deuxième question, Solène. Et alors, pour revenir sur ce fameux teasing par rapport aux actions concrètes, là, on a cité les établissements recevant du public. Tout à l'heure, on a parlé aussi des crèches, de la cantine, qui a été un sujet dernièrement d'actualité, la vaisselle jetable en plastique dans les cantines. Alors, quelles actions, quels objectifs opérationnels on peut se donner dans une collectivité locale par rapport à ce sujet-là? Ben, je vais vous répondre au travers de quelques exemples, en vous disant également que je reviendrai sur ce sujet euh, qui a, qui a, qui a fait qui a défrayé la chronique, comme on dit, sur les vaisselles et les couverts en plastique, pour vous donner quelques clés de lecture de ce qui s'est passé et qui est un peu différent de ce qu'on a vu proliférer sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est jamais inutile de revenir là-dessus. Alors, la façon dont je vais le faire, c'est au travers de quelques exemples, encore une fois, sans volonté d'être complètement exhaustif, parce que sinon il nous faudrait beaucoup de temps, et dans l'esprit de se dire que c'est au travers des questions que vous allez poser aussi qu'on pourra voir qu'au-delà des exemples donnés, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Et pour cela, je vais revenir sur les compétences que je vous ai indiquées tout à l'heure, éducation et enfance, achat public, espace vert et voirie, communication et finances publiques. Et pour chacune de ces compétences-là, je vais vous indiquer ce qui peut être fait. Et ce qui peut être fait, je vais vous le citer au travers de la réduction, le réemploi, le recyclage, vous avez compris la logique, puisqu'il s'agit d'appliquer le principe de l'économie circulaire, et d'autres, une catégorie autre, parce que évidemment, et logiquement, et fort heureusement, on a aussi la possibilité de concevoir d'autres actions, et je pense que vous imaginez déjà auxquelles je fais référence. Je vais les prendre dans un ordre différent de ceux que je vous les ai énumérés à deux reprises. Je ne vais pas commencer par l'éducation à l'enfance, je vais commencer par les achats publics. C'est très simple, c'est-à-dire que par la loi AGEC et par d'autres lois qui sont venues la conforter après, qui sont la loi énergie-climat, la loi industrie verte et d'autres encore qui restent à venir, on fait tout pour que les achats publics permettent par exemple d'avoir de la seconde main. Et là, je fais référence, donc vous imaginez bien, à une seconde vie des objets, à du reconditionnement et donc à la logique du R, du réemploi de l'économie circulaire. C'est par exemple une société angevine qui s'appelle Ocamac et qui permet aux collectivités territoriales de s'équiper d'ordinateurs de la marque Mac qui ont déjà servi, qui ont été parfaitement analysés, réparés éventuellement, reformatés et en tout cas remis à disposition des clients. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est dans le sujet de la communication. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication à l'échelle d'une commune? C'est évidemment le magazine communal pour celles qui ont une taille suffisante et qui ont ce service-là. C'est évidemment aussi l'organisation d'événements. Et là, par exemple, typiquement sur des événements sportifs, le forum des associations qui va réunir toutes les associations, le match phare de l'équipe Fagnon du club sportif de la commune, eh bien, c'est l'organisation d'événements qui, par exemple, et c'est là où je reviens sur le sujet des ERP donc, que je vous ai indiqué tout à l'heure,
c'est avec l'utilisation de gobelets de fontaine à eau. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir la distribution de bouteilles plastiques et de gobelets en plastique, la commune peut floquer avec son logo un certain nombre de gobelets réemployables. Alors certes, ils sont en plastique, mais bon, vous avez compris la logique de leur caractère réemployable, et mettre à disposition, ne serait-ce que les points d'eau de l'infrastructure communale, voire des fontaines sur lesquelles les personnes présentes sur les manifestations organisées par la commune vont pouvoir venir consommer de l'eau. On est bien dans deux dimensions de l'économie circulaire qui sont la réduction et le réemploi. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'est celui de l'éducation et de l'enfance. Alors c'est celui que je connais un peu mieux, ayant été adjoint sur ce secteur-là, sur la ville d'Avrier, avant d'être élu député. Je vais vous prendre l'exemple de la restauration collective, ce qui me permettra d'introduire le sujet que je vous ai dit que je déploierai et que je préciserai, qui est celui de l'interdiction des couverts et des assiettes dans la restauration collective. De quoi s'agit-il ici? C'est le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on va éviter les emballages à usage unique en plastique qui sont jetés après qu'ils aient été réchauffés au four. Alors là, on rentre aussi dans une autre dimension que je n'ai pas évoquée jusqu'alors, et c'était volontaire, c'est la dimension de l'impact sanitaire des plastiques sur la santé. Parce que le plastique, c'est du polymère, mais c'est du polymère auquel on rajoute des additifs pour lui conférer un certain nombre de propriétés qui peuvent être sa couleur, sa plasticité, sa résistance au feu, sa résistance aux ultraviolets, etc., etc. Et parmi ces polymères, il y en a certains qui sont des perturbateurs endocriniens et qui, si par malheur ils migrent d'un emballage vers la nourriture, provoquent un certain nombre de désordres. Et parmi les publics les plus sensibles, il y a notamment les enfants. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une vigilance particulière sur le sujet, sur la restauration collective des plus jeunes dans les écoles. Donc on est bien sur les aires de réduction et de réemploi pour avoir des plats qu'on va réutiliser et du plastique qu'on ne va pas utiliser, donc de l'économie circulaire. C'est là, à ce stade-là, que je fais le focus sur ce qui s'est passé. Il faut un peu remonter dans le temps, se souvenir de ce qui s'est passé en septembre 2018, lors de la loi Egalim. C'est à ce moment-là que une députée qui s'appelait Madame Rossi avait déposé un amendement pour dire on va interdire dans la restauration collective les éléments de service, et notamment les plats, qui, lorsqu'ils sont réchauffés et qui contiennent des aliments, le processus de montée en température va faire en sorte que les additifs du plastique, les substances chimiques, vont migrer vers les aliments. Donc, comme on était sur une loi alimentaire de partage de la valeur sur l'ensemble du producteur jusqu'au consommateur, et notamment une meilleure rémunération des agriculteurs, il y avait aussi une notion de qualité. On s'est dit, cette députée s'est dit, bah, écoutez, c'est aussi la qualité de ce qui est servi dans les restaurations collectives, au-delà des denrées alimentaires, la sécurité vis-à-vis des plats en plastique. Donc tout ça a fait l'objet d'un débat et a été voté. C'est-à-dire son amendement a été voté. Son amendement, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit on enlève ces récipients qui posent problème dans la restauration collective, dans le service, je crois, même si on regarde précisément les mots. On est en 2018 et l'objectif de cette disposition-là, c'est au 1er janvier 2025. Donc vous voyez, c'est près de 7 ans plus tard. Donc il ne se passe rien, évidemment, jusqu'au 1er janvier 2025. Et au 1er janvier 2025, on demande le ministère concerné se dit je vais écrire le décret qui permet de formaliser ce qui a été voté dans la loi Egalim de l'époque, parce que maintenant on est en 2025. Et donc là, ils écrivent le décret, et alors j'imagine qu'ils ne s'en souviennent pas, parce que c'est 7 ans après, puis c'est peut-être pas les mêmes fonctionnaires qui sont présents, donc ils réécoutent ce qui se dit dans les débats, et ils mettent assiette et couvert dans le décret. Sauf que la loi ne prévoyait pas, dans la loi qui a été votée, il n'y a pas assiette et couvert. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que certains acteurs économiques qui observent ça de très près se disent tiens, on a un décret d'application qui ne correspond pas à la loi, donc on fait un recours parce qu'on n'est pas content. Donc ils posent ce recours, et donc si le recours, le juge le trouve recevable, c'est tout qui tombe, c'est-à-dire du plat à l'assiette, au gobelet, etc. Il y a tout en prenant la possibilité de revenir au plastique. Donc affolement au ministère de l'écologie qui dit il faut corriger les choses, donc elle fait un décret pour corriger le précédent. Quand je dis elle, c'est Madame la ministre, mais ce n'est pas nécessairement elle qui écrit. Le ministère fait un décret pour venir, et c'est une bonne intention de sa part, pour corriger la chose, et ils enlèvent vaisselle et couverts. Et là, ce n'est pas les mêmes qui s'énervent, c'est les ONG, et à juste titre, qui disent mais ils sont en train de revenir en arrière. Non, jamais il y a eu de retour en arrière. Parce que quand vous écoutez un spécialiste de la restauration collective, il vous dit que le service, c'est le plat, les assiettes, les couverts, les verres, les carafes, etc. Donc c'était dans l'intention. Bon, en tout cas, on est obligé de le faire. Et ça mobilise énormément 14 000 personnes, je crois, qui répondent à la consultation du décret pour dire c'est n'importe quoi, vous revenez en arrière. Donc, on est tous sollicités, etc. Non, c'est juste la volonté de pouvoir réintroduire les choses. Donc, où on en est aujourd'hui, c'est que tout ça ne fonctionne plus, tout ça n'est plus
acceptable. Et donc aujourd'hui, il faut réécrire la loi. Et donc, j'ai co-signé avec des collègues de manière transpartisane un nouveau texte qui va écrire vaisselle et couvert. Et comme ça, le décret qui existe, lui, on ne peut pas l'annuler, hein, sera conforme à la loi parce qu'on aura modifié la loi. Et donc le recours n'aura plus lieu. Donc voilà l'histoire, les coulisses de l'histoire. Donc ce n'est pas, c'est pas vrai. Tous ceux qui me diront c'est du renoncement politique, c'est un gouvernement qui ne tient pas ses promesses, c'est non, tout ça c'est faux. C'est simplement la mécanique législative sur le temps long qui fait qu'il y a des oublis, qu'il faut reprendre des choses longtemps après. Quand on le fait, c'est des hommes, des femmes qui y a derrière. Il y a le droit à l'erreur aussi, qui l'ont fait de manière imparfaite, avec évidemment, il y en a qui ont sauté sur l'occasion pour dire on fait tout, on annule tout. Donc on corrige, on le fait de manière maladroite, et puis parce que tout ça c'est un peu technique. Et d'autres disent ah ouais, mais ils sont en train de revenir en arrière. Donc voilà, on va tout remettre ça d'équerre. J'ai été un peu long sur le sujet, mais c'était l'occasion, comme on était ensemble, de revenir là-dessus. Ça, c'était le troisième point, éducation et enfance. Quatrième point, les autres, les espaces verts, excusez-moi. Les espaces verts et la voirie. Alors, en espace vert et voirie, je ne vais pas vous parler des 3 R, je vais vous parler d'autres choses qui peuvent être faites pour vous montrer la diversité de ce qu'on peut mettre comme action. Je vais vous parler des nudges qu'on peut apposer à même le sol ou des nettoyages de l'espace public. Les nudges, c'est quoi? C'est, vous savez, ces plaques où il y a écrit ici commence la mer. C'est pour sensibiliser. Donc là, on n'est ni sur le recyclage, ni sur le réemploi, ni sur la réduction. On est sur la sensibilisation qui va peut-être permettre justement aux personnes de savoir ce qu'est l'économie circulaire et donc le recyclage, le réemploi et la réduction. Donc ces nudges, vous les avez tous vus. Puis c'est aussi le nettoyage de l'espace public. On voit tous les bouteilles présentes, tout ce qui est négligemment laissé sur l'espace public et qui pose quand même un vrai problème, et c'est aussi une des sources de la pollution plastique, eh bien ça, c'est aussi un élément important. Et d'ailleurs, ça se fait en lien avec les REP. On ne va pas multiplier les acronymes et les sujets en lien avec toute cette idée de la pollution plastique et de la façon qu'il y a de la corriger, mais il y a aussi la responsabilité élargie des producteurs, c'est les éco-organismes, les éco-contributions, vous en avez entendu parler, vous pourrez poser des questions, et bien elles ont l'objectif au travers de ce qu'elles perçoivent comme argent à partir de la mise en marché des produits, notamment plastiques, de collecter des fonds qui peuvent être reversés aux communes pour les aider à nettoyer l'espace public. C'est notamment le cas, par exemple, de la REP mégot de cigarettes. Et puis, le cinquième élément que je voulais vous évoquer, parce que là, pour l'instant, je ne vous ai jamais parlé de recyclage, parce que j'ai pris une commune qui n'avait pas les compétences. Pour voir le recyclage apparaître, il faut arriver sur la strate communale, la strate administrative territoriale qui a la compétence déchets, et elle, évidemment, qui, au travers de ses actions de collecte des déchets, donc de qualité du flux de ce qu'elle va collecter, de séparation des différents flux, de réduction des déchets, va pouvoir optimiser le processus de recyclage. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, et ça sera mes derniers mots, c'est les finances publiques. Alors pour l'instant, on peut se dire évidemment tout ça finance, c'est-à-dire pour les achats publics, pour, on a dit le nettoyage de l'espace public, on a dit également pour l'enfance et l'éducation, il faut de l'argent. Évidemment, c'est cela. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous mettre en évidence, c'est que finalement, vous savez, quand on met en place cette réduction des déchets et puis cette économie circulaire, on génère aussi des économies. Sachez qu'à l'échelle nationale, la somme totale collectée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fameuse TOM, que vous en payez tous, toutes et tous, c'est 20 milliards d'euros. Vous rajoutez à ça les éco-contributions uniquement sur le périmètre Citeo, c'est-à-dire ce qu'on paye comme éco-contribution quand on achète des emballages plastiques, 1,5 milliard d'euros. Vous rajoutez à ça une taxe que la France doit payer à l'Europe parce qu'elle n'atteint pas ses objectifs de recyclage des plastiques, 1,5 milliard d'euros. Donc quand je fais la somme des trois, je suis déjà à 23 milliards d'euros. Et vous savez qu'on a eu des débats budgétaires où il fallait trouver 60 milliards d'euros de marge de manœuvre entre les recettes et les dépenses pour mieux équilibrer notre budget et éviter de voir la dette enfler et de mieux pouvoir la rembourser. C'est le tiers. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'échelle communale se joue aussi cette dimension-là, et que même à l'échelle communale, l'économie circulaire est aussi la capacité à faire des économies. Et ces économies, ça vous permet d'avoir du budget que vous pouvez mettre ailleurs, dans les écoles, dans la culture, dans les espaces verts. Donc tout ça pour terminer sur ces quelques mots en vous disant que le sujet de la pollution plastique, c'est aussi un sujet de finances publiques et d'efficience de nos finances publiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Philippe, c'est très clair sur tous ces exemples très concrets d'actions qu'on peut mettre en place au sein de sa collectivité locale. On vous propose un temps de questions-réponses avec Philippe Bolo. Alors n'hésitez pas à lever la main et à ouvrir
le micro si vous avez des questions. On a évoqué beaucoup de sujets, et puis il y a certains sujets où vous avez dit aussi, Philippe, que vous pourrez y revenir s'il y avait des questions Évidemment. de la part des participants. Alors, il y a aussi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nous de l'association qui regarde sur les réseaux sociaux aussi, si des questions arrivent sur les réseaux sociaux en parallèle. Mais Je je veux bien, regarde. du coup. Voilà. Merci, David. Merci David. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, en tout cas, sur les gens qui sont connectés avec nous. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est soit vous avez rien compris, soit j'ai été super clair. Sinon, moi, j'en ai une autre, hein, Philippe. Merci Solène. J'en ai une autre. C'est toujours la première la plus difficile. Voilà, j'ai regardé le rapport là qui traite des impacts des plastiques sur la santé humaine. On en a un peu parlé, notamment sur le côté perturbateur endocrinien quand on a parlé de la vaisselle dans les cantines. Quand on est élu, est-ce qu'on peut mettre en avant, d'après vous, cette question de santé publique aussi pour mettre en place des mesures dans sa commune? Est-ce que ça peut être entendable aussi par les citoyens et par la population d'aller sur ce registre-là, où c'est compliqué de faire ce lien? Et est-ce que ça peut même être pertinent d'en faire une action dans son contrat local de santé avec l'ARS? Est-ce que vous savez si ça se fait déjà? Alors, on va commencer par ça. Je pense que non. Vous savez, je suis en contact sur le sujet de la pollution plastique et notamment sous son angle santé publique avec les CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie. Et déjà, sur ce sujet-là, en gros, il y en a une qui travaille énormément sur le sujet en France. C'est celle de l'Indre, parce qu'elle a un directeur qui est très mobilisé, qui a entraîné derrière elle celle de Maine-et-Loire, sans doute parce que je suis là. Mais voilà, c'est à peu près tout. Les ARS sont sans doute conscientes du sujet, puisque dans les cycles de formation, notamment des élèves infirmiers et infirmières, il y a ce sujet-là évoqué. Je le sais parce que j'ai une de mes filles qui est dans cette formation-là et qui un jour, voyant qu'on parlait de ce que son père lui parlait à la maison fréquemment, m'a envoyé un message. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est bien, ils en parlent aux jeunes qui sont en formation. Alors, donc, côté administration de la santé, je pense que c'est encore embryonnaire et qu'il n'y a pas véritablement de politique structurée pour accompagner les collectivités territoriales. Après, je reviens sur les collectivités territoriales et sur une mairie. Une mairie, quand elle fait des espaces verts, une mairie, quand elle fait en sorte qu'il y ait des plats diversifiés, un bon équilibre des protéines, un bon apport en équilibre lipides, glucides, protéines dans les plats des cantines, une bonne commune, enfin une commune quand elle œuvre sur les politiques culturelles, ben finalement, elle contribue de manière directe ou indirecte au bien-être de sa population et donc à une dimension sanitaire de sa population. Donc il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas s'emparer de ce sujet de l'impact sanitaire des plastiques, sachant que c'est quand même un sujet qui est très fédérateur. C'est-à-dire autant sur le fait qu'il puisse y avoir des pertes dans la nature, on peut trouver, avoir du débat, se dire on peut gérer les choses d'une façon ou d'une autre, autant, et c'est notamment le cas sur le traité international que j'ai la chance de suivre, il y a débat sur les objectifs à mettre sur la table pour réduire la pollution. Autant je pense que sur le sujet des impacts sur la santé, c'est beaucoup plus... il ne peut pas y avoir vraiment de débat, c'est-à-dire ou alors c'est de dire qu'on est contre la santé humaine, mais à partir du moment où on est conscient qu'il y a un sujet, ben, il faut le prendre à bras-le-corps, sachant que quand même, malgré tout, la communauté scientifique aujourd'hui n'est pas complètement... on a des indices. On sait que, pour vous donner quelques chiffres, on sait qu'on a 16 000 substances chimiques en addition du plastique pour lui donner ses propriétés. On sait, alors la communauté scientifique nous dit la dangerosité de ces molécules, elle peut se caractériser par, alors il y a quatre critères, comme je ne les ai pas sous les yeux, je risque d'en oublier, mais il y a la toxicité évidemment, la mobilité, la permanence et un quatrième critère que j'oublie. Voilà, et caractérise le danger au travers de quatre critères qui sont assez évidents pour dire ça pose problème quand ça se trouve dans l'environnement. Et sachez qu'il y a sur les 16 000 molécules, 10 000 dont on n'a pas de données sur la toxicité. Voilà, donc on a un vrai sujet là-dessus, et la communauté scientifique nous dit aussi qu'il y a imprégnation des consommateurs de ces molécules-là, parce qu'il y aurait 25% de la population, quand on lui fait des prélèvements sanguins, chez qui on retrouve tout ou partie des 14 000 molécules utilisées dans les emballages alimentaires. Et puis, on sait aussi qu'à l'échelle européenne, c'est les études scientifiques. Alors, si vous voulez les sources précises de ces études scientifiques, vous allez retrouver la note de l'OPEX de novembre dernier où tout est bien expliqué à l'intérieur. Et puis, on sait aussi que sur les quatre principaux PFAS, on les retrouve dans le sang des Européens. Voilà, donc on a un sujet d'imprégnation. Après,
Donc, nombreuses molécules, nombreux angles morts et zones d'ombre sur leur dangerosité, mais imprégnation vue par les scientifiques. Après, les conséquences, il y a encore des besoins d'aller plus loin avec la médecine. Il y a encore des recherches sur le sujet. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'imprégnation, notamment fétale, pose problème chez les enfants à naître, des problèmes de formation, notamment des organes génitaux, des problèmes cognitifs par la suite, puis après des problèmes de maladies métaboliques, maladies hormonales. Voilà, donc il y a véritablement un sujet. Il ne s'agit pas d'être, je ne veux pas être complètement alarmiste, mais il y a un sujet. Et il n'y a pas de raison que la commune ne s'en empare pas, parce qu'à un moment donné, elle a lien par ses achats, par ses politiques, par ses responsabilités, avec elle a la faculté de limiter ou pas cette mise en contact. Donc c'est pertinent qu'elle s'en occupe. Et il faut que je sois beaucoup moins long sur les autres questions. Non, mais c'était très clair. Je pense que pour le coup, c'est un enjeu important, en effet, pour les communes. Il y avait David qui avait une question ou qui fait remonter une question, peut-être? Alors, je ne fais pas remonter une question, c'est une question que je pose. Merci beaucoup Philippe pour le temps donné. Ma question, elle n'est pas directement liée au plastique, mais elle est liée, on va dire, plutôt à la question de la sobriété et justement de la réduction des déchets. On a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'initiatives plutôt venant des milieux citoyens et associatifs autour de maintenant le mot m'échappe, du reconditionné, par exemple revenir aux bouteilles qu'on reconditionne, et La notamment avec consigne, des La initiatives consigne. au niveau des la communes. consigne. La consigne, voilà, pardon, le terme avait échappé. La consigne, certaines communes ont pris des initiatives, mais je crois que la loi, finalement, sur la réduction du déchet a un petit peu oublié ce sujet-là, ou on ne l'a pas énormément traité. Je sais pas, alors, je sais pas si c'est déjà un sujet que vous connaissez bien, et si c'est un sujet que vous connaissez un petit peu, quelles sont les initiatives que les communes peuvent prendre, on va dire, est-ce que l'État peut soutenir ces initiatives-là? Alors, première chose, je vais faire du teasing. Je vais entamer au mois de mai un Tour de France de la consigne. Alors, c'est pas, je vous rassure tout de suite, c'est pas un Tour de France en 20 étapes comme celui à vélo qui va m'éloigner de l'Assemblée nationale pendant un mois. C'est un Tour de France en 5 étapes, mais qui va me permettre d'aller voir les éléments clés de la consigne, notamment avec les élus territoriaux. Et donc, vous pourrez suivre ça sur LinkedIn, parce qu'il y a guère que sur LinkedIn que je répercute ce genre d'informations. Et donc, ça vous permettra de suivre différents éléments de la consigne. Donc ça, c'est pour le teasing et la page de publicité. Alors après, est-ce que les communes ont un pouvoir là-dessus? Alors, je répondrai que la consigne, c'est... Alors déjà, c'est génial, la consigne, que c'est donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Et donc, par exemple, c'est de dire qu'une bouteille plastique, ça coûte 40 centimes. Alors, quand vous l'oubliez dans la nature, comme vous avez payé la consigne, vous avez échappé dans la nature 2 pièces de 20 centimes. Et puis, celui qui passe derrière vous, il se dit, bah, tiens, là, je vais la récupérer, je vais aller la déconsigner et je récupérerai les 40 centimes. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très vertueux dans l'affaire. Bon, alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, d'abord, de mon point de vue, ce n'est pas véritablement une compétence communale au sens où la commune ne vend pas ou ne met pas en marché des biens avec des emballages qu'elle pourrait consigner. Après, il y a peut-être des cas particuliers dans certaines communes qui m'échappent, mais d'un point de vue général, ce n'est pas le cas. En revanche, la commune, via sa compétence déchets, là, peut être concernée. Et c'est justement ce qui a coincé. Pourquoi ça a coincé? Alors, c'est pas que ça a été oublié par la loi, c'est pas parce qu'en fait, vous savez, c'est magique, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui fonctionne pas pour une raison X ou Y, et une bonne raison en règle générale, il y a toujours la faute des députés qui sont mauvais, des gouvernements qui sont nuls. Enfin voilà, on est vraiment dans une société aussi qui fait à chaque fois, qui ne regarde pas dans le détail. En fait, ce qui s'est passé, de ce que j'en analyse, après on est d'accord ou pas, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bouteilles en plastique, on les met dans la poubelle jaune. Les poubelles jaunes sont récupérées par la collectivité. La collectivité, après, trie et sort les bouteilles jaunes. Comme c'est un plastique qui est recyclable et qui a de la valeur, elle vend les packs, les balles, plus exactement, de bouteilles plastiques qu'elle a compactées. Et ça lui rapporte de l'argent qui vient se soustraire à ces investissements qu'elle a consentis pour nous mettre les sacs jaunes à la maison, les bacs jaunes qu'on a devant la maison, les camions qui viennent récupérer les bouteilles, etc. Et du jour au lendemain, on lui a dit, bah, avec la consigne, c'est plus vous qui vous en occupez. Et donc, il y avait un manque à gagner pour les collectivités territoriales qui faisait qu'il y a eu un lever de bouclier, pas pour dire on est contre le principe de la consigne, mais on est contre la mécanique financière et la mécanique qui a été mise en place.
Et est venu se greffer là-dessus quelque chose qui, moi, m'avait un peu irrité aussi, c'est qu'en gros, il y avait aussi une part de la grande distribution qui voulait s'approprier le sujet. Qu'après, c'est intéressant pour les grands metteurs en marché de boissons en bouteilles plastiques, parce que ça leur permet de mettre la main sur le gisement et de faire du business là-dessus. C'est aussi très intéressant pour la grande distribution. Je vais vous le dire juste après pourquoi. C'est aussi intéressant pour ceux qui fabriquent des machines à déconsigner. La grande distribution, pourquoi? C'était quelque chose qui était un peu... Enfin, ils me disent qu'ils ont changé, je veux bien les croire, mais c'était un peu irritant au départ. C'est-à-dire que la consigne, vous mettiez 40 centimes quand vous aviez votre bouteille plastique, mais en retour, quand vous rameniez, vous ne donnez pas 40 centimes, vous donnez un bon d'achat. On sait très bien qu'autant quand on vous redonne des pièces, vous allez réutiliser le bon d'achat, il y en a une quantité qui ne vont pas l'utiliser. Et donc cet argent qui avait été sorti, normalement, il doit servir à l'économie circulaire. À quoi servait-il? Et puis c'était aussi mettre entre les mains des gens un bon d'achat qui pouvait leur permettre peut-être d'aller réacheter de l'alimentation emballé, à usage unique, etc. Donc, ce n'était pas très vertueux du point de vue de l'objectif recherché. Et en plus, dernier élément, c'était donner de l'attractivité des clients nouveaux et peut-être de l'argent supplémentaire à la grande distribution, alors que moi, je suis sur une circonscription qui représente des producteurs de lait et de viande, dont on sait qu'ils sont mal rémunérés parce que la grande distribution n'arrive pas toujours à leur apporter le juste prix par rapport au travail qu'ils ont fourni. Donc, c'est la mécanique qui fait que ça a bloqué, c'est pas parce qu'on a oublié dans la loi. Et donc, la commune est compétente, mais on voit ici qu'elle perdait de l'argent. Donc, c'est pour ça elle appelle un autre système pour pouvoir se lancer dans l'affaire. Et voilà, j'espère avoir répondu précisément à la question. Et peut-être juste préciser que ça va revenir quand même. De toute façon, il y a des initiatives en ce moment. Enfin, je sais que moi, dans ma région, il va y avoir un test grandeur nature C'est avec les... le Citeo, qui est l'éco-organisme qui gère Voilà. les emballages, et notamment donc, ce qui est bouteilles en verre, met en place dans l'ouest de la France un système de consigne. Voilà, donc ça c'est en cours, et c'est un peu l'idée derrière ce Tour de France de la consigne, donc je vais entamer au mois de mai, c'est aussi regarder ces exemples-là et réfléchir à quel serait le meilleur moyen pour faire quelque chose qui est plutôt vertueux, qui fonctionne aussi pour tout le monde, en partage de la valeur. Parce que c'est de ça dont il s'agit, Mm, mm. qu'il y a un bon partage de la valeur. Et aussi, parce que tout ça, finalement, vous voyez, quand on pousse le bouchon et la réflexion jusqu'au bout, c'est nous, chacun d'entre nous, qui en sommes un peu les victimes, parce que ça veut dire que d'un système qui était équilibré, si on met la consigne, qui est vertueuse, je le redis, et j'insiste là-dessus, qui fait qu'on perd du financement, c'est qui, au final, paye tous ces investissements? C'est nous avec nos impôts locaux. Et j'en reviens à ma conclusion de tout à l'heure sur les finances, c'est-à-dire que l'argent qu'on avait pour autre chose, eh ben, on va le prendre pour financer le manque à gagner qu'on n'a plus avec le gisement de polyéthylène terephthalate, qui est le polymère utilisé pour les bouteilles qu'on vendait la collectivité pour le retour sur investissement. Voilà. D'accord. Alors, on a deux autres questions. On va les prendre. Pierre-Olivier? Oui, bonsoir Monsieur le député. Merci Solène et David pour l'organisation de cet échange. Je voudrais revenir plutôt sur la partie réemployé, en tout cas conception et réemployé. On a vu fleurir en fait des indices de réparabilité depuis quelques années. Par ailleurs, des municipalités ont mis en place aussi, certaines d'entre elles, des ressourceries. Et je voulais savoir en fait quelles étaient les études et les bilans qu'on faisait actuellement sur l'impact de ces indices de réparabilité sur le réemploi et donc le moindre usage. Et d'autre part, quels sont les facteurs succès qui sont identifiés pour que des ressourceries qui, pour le moment, de celles que je connais, sont plutôt voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pro bono, comment on fait pour les mettre à l'échelle? Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui, soit dans la loi, soit par un encadrement, soit par je ne sais pas comment, l'éducation, faire en sorte qu'effectivement le réemploi se développe réellement et permette de réduire en fait l'usage des plastiques, entre autres. Ok. Donc c'est pas bien parce que j'ai pas noté la première question. Et donc je commencerai par elle. Votre première question, c'était... Indice de réparabilité? Oui, Et, l'indice de réparabilité, oui. voilà. Alors la loi AGEC, c'est 2020. Et alors vous avez un excellent travail d'évaluation de la loi AGEC fait par deux collègues, Véronique Rioton et Stéphane Delautrette, que vous pouvez trouver si vous faites sur Google AGEC évaluation Delautrette-Rioton. Donc vous allez pouvoir télécharger le PDF, vous verrez. Alors, il faudrait regarder ce qu'ils disent sur le sujet d'ailleurs. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est 2020, il y a encore des décrets d'AGEC qui ne sont pas parus, voyez-vous. Il y en a par exemple un sur le réemploi du matériel médical qui date du 22 mars. Donc, ça prend un temps très long. Donc, c'est une excellente question. C'est un vrai sujet, la réparation.
D'ailleurs, il y avait le chèque réparation aussi qui a été mis en place. Et là, je sais que pour répondre en partie à la question, j'avais rencontré des acteurs qui voulaient se mettre dans la réparation et qui me disaient qu'il y avait un vrai sujet de complexité dans la gestion des dossiers. Il fallait qu'ils prennent des photos des équipements avant, après, qui tracent tout ce qui avait été fait, les pièces achetées, la marque, etc. Et qui faisaient que c'était tellement euh, fort en dossier que finalement, ça n'avait aucun intérêt économique parce que ça les obligeait à avoir quasiment une ressource humaine supplémentaire. Alors ça marche quand on est chez Darty Boulanger, mais quand on est sur un petit commerce de la ruralité, c'est complètement différent. Donc oui, c'est cette difficulté-là. En revanche, je pense qu'il faudrait, et du coup, je milite pour un autre élément fort sur lequel, qui moi, me tient énormément à cœur dans ma fonction de député, qui sort un peu du sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est celui de arrêtons de légiférer à tour de bras pour faire tout et n'importe quoi et répondre à ce qui se dit sur les chaînes d'infos et sur les réseaux sociaux. Je l'assume et je suis prêt à redire avec ces mêmes mots et consacrons beaucoup Et je- plus de temps à l'évaluation de nos politiques publiques. Donc, pour répondre à cette première question, eh ben oui, il faudrait qu'on évalue davantage et je serais mieux armé pour répondre à la question. Mais tout ça est un peu récent, donc il va falloir faire ce travail d'évaluation. Mais Ça, c'est sur la... juste peut-être sur bonus réparation dont vous parlez, Philippe, on peut peut-être rétablir une vérité. Ce n'est pas l'État qui fait des chèques réparation, c'est le financement par les éco-organismes. Enfin, c'est pas Merci du de le tout de dire. l'argent de l'État sur le bonus réparation. On l'entend jour et nuit sur les chaînes d'infos continues par certains élus, et c'est faux. C'est pas du tout l'État qui met de l'argent pour ce bonus réparation. On est bien d'accord. Et Ça d'ailleurs, fonctionne avec les contributions éco-organismes que les professionnels se paient entre eux, pour être clair, quoi. oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est super important de souligner ça. J'étais samedi matin à à l'Assemblée générale de l'association qui organise les courses de chevaux au Lion d'Angers. Et puis deux personnes que je connaissais m'en parlent justement, me disent, ouais, il faut arrêter cet assistanat social avec la réparabilité. C'est ça qui coûte de l'argent. Mais non, c'est pas le budget de l'État qui paye ça. Chaque fois qu'on achète un lave-vaisselle, qu'à chaque fois qu'on achète un frigo, vous savez, il y a don éco-contribution. Donc toutes ces petites sommes-là, elles sont collectées par un éco-organisme qui s'appelle Écosystème pour les déchets électroniques, les D3E, ça s'appelle. Donc tous ces équipements ménagers, électroménagers. Plus connu, c'est Citeo sur l'emballage. À chaque fois qu'on achète un plat cuisiné qui est dans un emballage plastique, carton, etc., une boisson dans une bouteille, on paye une part d'éco-contribution. Ça ne se voit pas parce que c'est inclus dans le prix. Mais il faut savoir que pour Citeo, le montant total des sommes qu'ils collectent, c'est 1,5 milliard d'euros. Et la loi leur dit, sur l'argent collecté, il y en a une partie que vous allez mettre pour développer le réemploi, vous avez une partie que vous allez mettre, alors ça dépend des éco-organismes, pour nettoyer l'espace public, par exemple pour la REP mégot, il y a une partie que vous allez mettre pour la réparation, c'est pas dans les emballages, ça peut être dans l'électronique. Donc c'est bien cet argent des consommateurs, donc c'est nous qui le payons chaque fois qu'on achète un bien, via le mécanisme de l'éco-contribution, de la responsabilité élargie du producteur et de l'éco-organisme qui gère ces sommes-là, qu'il y a la possibilité de payer le chèque. Très bonne remarque. Ça, c'était pour la première question de Pierre-Olivier. La deuxième partie de la question de Pierre-Olivier concernait les ressourceries. Et les Alors, facteurs clés de succès qui sont identifiés à date ou qu'on pourrait pousser pour améliorer l'efficacité ou ouais. la couverture du territoire par ces Alors, organisations. j'ai, c'est vraiment un sujet qui mériterait d'en parler longtemps, parce qu'en fait, je me rends compte en écoutant votre question qu'il y a une particularité dans la ressourcerie, c'est qu'elle est multimatériaux. C'est-à-dire que je peux y amener un livre, comme je peux y amener un vêtement, un jouet ou des assiettes en céramique, voyez-vous? Alors que donc c'est ça qui la différencie d'une déchetterie où là, je peux amener les mêmes choses, mais je vais les séparer. C'est-à-dire, je vais mettre un bac avec mes vêtements, ma céramique, je vais la casser, la mettre dans le bac minéral et ainsi de suite, quoi. Bon, donc ça veut dire que la différence entre les deux, c'est que dans un cas, après, c'est des entreprises spécialisées dans le carton, dans le plastique, le recyclage, dans les matières inertes, dans le bois, etc., qui vont venir collecter tout ça dans une logique d'économie circulaire pour essayer de faire du réemploi peut-être, mais surtout du recyclage, de la valorisation. Il faut bien faire la différence entre recyclage et valorisation. Donc en fait, l'intérêt de la ressourcerie, c'est qu'elle cible davantage ce qui va être réemployable, seconde main et multimatériaux, ce qui n'est pas le cas de la déchetterie où on amène. Mais pour autant, on a d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont faire la même chose via les déchetteries. Donc c'est une question super compliquée parce qu'en définitive, c'est des modèles qui ne sont pas les mêmes
Et la mise à l'échelle, elle s'opère aussi, voyez-vous, par les déchetteries. Et est-ce qu'il faudrait aller plus loin sur les ressourceries? Moi, j'ai vraiment l'impression que plutôt c'est un modèle où elles se multiplient pour toucher les territoires où il y a un gisement. Et par exemple, sur la 7e circonscription de Maine-et-Loire, pour la partie, tout simplement, il y en a une sur la ville d'Avrier où je suis élu municipal. Il y en a une sur le Lion d'Angers. Vous allez en retrouver 2 sur Segré. Donc, on se rend compte que c'est plutôt euh, quelque chose qui, de manière informelle, via l'économie sociale et solidaire, se multiplie et d'ailleurs fonctionne pas si mal parce que finalement, leur modèle économique, il dépend de ce qu'ils vendent pour faire de l'insertion. Et ils font ça depuis des années parce que ceux qu'on connaît sont là en place depuis des années. Si je fais référence à Emmaüs, si je fais référence à l'Arbre Vert, ici en Maine-et-Loire, à la ressourcerie des Biscottes pour la partie Avrier et Trélazé, c'est des choses anciennes. Et si elles sont là, c'est que ça fonctionne. Donc je comprends la question de la mise à l'échelle, mais je pense que la mise à l'échelle, elle s'opère aussi via l'autre acteur qui est la déchetterie, où là, on a quelque chose de plus organisé du point de vue économique et d'acteurs spécialistes par matière. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'est la réponse Ouais. qui me semble Souvent, pourrait être une des réponses à faire, quoi. souvent, ce qui coince un peu sur ce sujet-là, ça va être le foncier ou le local. Et c'est là peut-être que la collectivité peut Ah, avoir un évidemment, rôle sur la mise à exactement. disposition, Mise trouver à du disposition du foncier. local qui va bien, au bon endroit, pour que les gens puissent stationner, venir déposer et récupérer, quoi. Alors après, il y a aussi un vrai sujet qui est sans doute lié à votre question dans l'esprit, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne la déchetterie de proximité. C'est-à-dire qu'au sous prétexte de ça va être réutilisé, je viens et je donne n'importe quoi. Et ça, pour avoir discuté avec ces opérateurs-là de ressourcerie, il y en a certaines qui me disent qu'il y en a quand même un sacré travail en amont, notamment sur les vêtements, pour faire le tri entre ce qui va être effectivement pouvoir être vendu en seconde main, de ce qu'il faut trier et sortir du flux, parce que jamais personne n'ira acheter ça, quoi. Alors, sans prendre trop de temps, mais si j'ouvre un peu le tiroir de cette question-là, il y a, quand je parlais de mise à l'échelle, parce qu'il y a une question de masse, parce qu'il y a des produits simples comme des assiettes, mais il y a des produits plus complexes comme des équipements électroménagers ou électroniques, etc., qui demandent des compétences pour les remettre en état. Et donc, il y a la question du volume. Donc, il y a la question de la massification dans les collectes, parce que toutes les communes, tous les territoires ne peuvent pas forcément avoir le niveau de compétence pour avoir l'efficacité économique pour le faire. Et je pense que c'est une partie des limites aujourd'hui des ESS qui ont beaucoup d'implantations, mais qui n'ont pas forcément une spécialisation par site qui permet d'avoir des effets d'échelle industrielle sur cette question-là. Et donc, il y a vraiment cette question de la masse, des compétences associées nécessaires pour maximiser en fait le réemploi, et derrière en fait la supply chain qui est à mettre en place, y compris avec peut-être des composants qui permettent en fait de refaire cette remise en circulation après éventuellement réparation. C'est vrai. Et en plus aussi, se dire que l'économie circulaire, c'est un concept ancien, très ancien. Mais sa concrétisation pratique, c'est la loi AGEC, c'est 2020. Même s'il y avait des pratiques qui pouvaient ressembler à ça avant, et notamment ce qu'on est en train de parler, les ressourceries, elles existaient avant AGEC. Mais on se rend compte qu'on est sur quand même quelque chose qui est assez contemporain, et que le modèle, il trouve aussi son équilibre aujourd'hui. Mais attention, cet équilibre, il peut être fragilisé très rapidement, et c'est notamment le cas, par exemple, de l'ultra fast fashion, qui fait que les organisations d'économie sociale et solidaire spécialisées dans la collecte et le tri des vêtements sont submergées par des montagnes. C'est un véritable tsunami de vêtements qui arrive, dont une toute petite quantité est utilisable en seconde main. On peut à nouveau vendre en seconde main. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, eux, des charges incompressibles qui sont les charges notamment du travail d'insertion, de tri, et qui est complètement dilué par rapport c'est-à-dire à nombre d'heures équivalent. Ce qu'on va ressortir comme étant de la seconde main est complètement dilué par l'ultra fast fashion, dont on sait que de toute façon, par construction, la seconde main est très compliquée parce que c'est du vêtement pas cher et d'une qualité. Ben, s'il n'est pas cher, c'est qu'il n'a pas la qualité, quoi. Juste pour revenir sur cette loi AGEC, c'est vrai que vous avez été modeste, Philippe, parce que cette loi AGEC, parmi les pays européens, la France est plutôt pionnière sur ce sujet-là grâce à la loi AGEC qui était très ambitieuse et qui est pour certains industriels a été quand même un grand bouleversement jusqu'à changer des chaînes de production du fait de l'obligation d'intégrer de la matière recyclée à la place de la matière naturelle. Enfin, c'est vraiment la loi AGEC, c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose Et de oui, solide quoi, et d'ambitieux pour. heureusement que Solène est là pour rappeler ce que j'ai oublié de dire.
Oui, bah, exemple typique, lundi dernier, j'étais à Grigny pour, inaugurer une usine de Coca-Cola qui va faire de la bouteille en verre. Et alors pas uniquement du coca, c'est-à-dire c'est toute la gamme de leurs boissons. Donc c'est une usine en plus qui bouge en termes de taille des machines pour pouvoir faire des bouteilles de coca, puis après des bouteilles de Fusti ou je ne sais trop quoi. Bon, je ne connais pas tous ces produits-là. En tout cas, ça, vous voyez, c'est l'exemple concret de ce que vous dites, Solène. Et sinon aussi, pourquoi? Alors ça, je pense qu'on ne fait jamais de cocorico dans ce pays, c'est bien dommage. La loi AGEC, effectivement, elle est très en avance, à tel point que vous avez une autre loi dont vous avez entendu parler, PPWR, donc PPWR, pour packaging. Ah non, le deuxième P, j'ai oublié de qui il est. Waste, c'est pour les déchets. Donc une loi qui est l'équivalent d'AGEC à l'échelle européenne et qui s'inspire d'AGEC. Et quelque chose que je voudrais signaler qui relève du sujet de la pollution plastique et qui montre que la France est première et le seul pays au monde, c'est-à-dire qu'à la suite de la loi AGEC, parce que je vous l'ai dit, on utilise des granulés pour faire les objets en plastique, il y a eu ce qu'on appelle, parce que c'était une demande de la loi, un décret qui s'appelle le décret GPI pour granulés de plastique industriel pour dire on arrête de les perdre dans la nature, ces fameuses larmes de sirène qui, pour ceux qui étaient à Guidel, on avait fait une opération avec Sarah Ellery aux universités d'été il y a 2 ans où on avait trouvé des larmes de sirène. Donc on les trouve partout dans l'environnement. Et donc la France avait été moteur pour dire on va éviter de les perdre. C'était le seul pays européen. Alors évidemment, c'était un peu impactant pour ces entreprises, parce que du coup, il suffisait d'aller en Belgique, on n'avait pas la même réglementation. Eh bien, l'Europe a décidé, c'est actuellement que ça se négocie, de faire un règlement européen visant à réduire les pertes de granulés de plastique industriels dans l'environnement. Eh bien, voilà. Et du coup, je peux vous dire que j'ai milité pour cela et que j'ai fait voter à l'Assemblée en commission des affaires européennes et commission de développement durable à l'unanimité une résolution. C'est quoi? C'est un texte qui dit que l'État doit soutenir fermement et avec ambition cette démarche européenne d'avoir un règlement. Et ça, c'est parce qu'il y a eu AGEC. Mm. Et donc, vous voyez, la France est moteur. Et donc ça, bravo. Alors, il y en a qui vont vous dire, ça nous enquiquine la vie et ça nous fait des produits plus chers. Certes, mais bon, c'est bon pour la planète. On a une dernière question, je pense. Je vois encore une main levée de Thomas. Oui, oui, bonjour, bonsoir plutôt. Bonjour, bonsoir monsieur le député. Je voulais revenir sur la question de la consigne. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai pas saisi si vous parliez de la consigne pour recyclage ou de la consigne pour réemploi. Mais moi, je m'interrogeais sur cette consigne pour recyclage dont on entend beaucoup parler, qui en fait vient plutôt dans la fameuse hiérarchie des 3 R, habiliter le 3e R, mais plutôt aller à l'encontre des 2 premiers qui vont être celui de réduire parce que en fait, on, on va chercher plutôt à renforcer le modèle existant en améliorant ses performances et on ne va pas non plus chercher au réemploi parce que finalement, ces bouteilles en PET, elles sont finalement régénérées en plastique. Enfin, finalement, on est encore dans le recyclage et pas dans le réemploi. Donc, je me demande comment, en fait, on peut promouvoir cette consigne sans perturber ou sans limiter finalement les autres R, celui du réemploi en particulier, et tous ces projets qu'on peut trouver à l'échelle locale où la consigne essaye de revenir. Et est-ce que cette consigne du réemploi risque pas finalement de limiter ce retour de la consigne pour réemploi? Alors, mais en fait, avec la question de Compétition Thomas, entre les deux. on a des spécialistes autour de la table, hein. Des gens qui connaissent très bien les sujets. Alors déjà, première chose, pour ceux qui connaissent un peu moins. Alors, la consigne, déjà, c'est bien. On reste quand même là-dessus. C'est-à-dire que c'est perdu dans la nature, ça a une valeur, donc on ne va pas le laisser tout seul dans la nature, avec toutes les conséquences que ça a. On va le récupérer parce qu'on va pouvoir en faire autre chose. Alors, l'autre chose, justement, comme le dit Thomas, ça peut être du recyclage ou du réemploi. Alors là, déjà, il y a une petite différence. Si on parle de bouteilles hein, en espèces, donc il y a une petite différence si on considère le verre du plastique, parce que bon, le verre, évidemment, ça se recycle, mais sur le verre, on a la capacité, effectivement, peut-être plus facilement de faire du réemploi parce que c'est solide, parce qu'avant que ça commence à se patiner, à se rayer, il faut plusieurs cycles de lavage. Bon, voilà, donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Mais c'est vraie question importante, notamment sur le plastique, parce qu'effectivement, quand on l'a déconsigné et que ça a été récupéré, on peut effectivement le réemployer ou le recycler. Heu, la différence, elle vient de quoi? C'est que, par exemple, si je veux réemployer, même alors, vous avez tous utilisé, même si vous n'êtes pas des consommateurs, mais vous avez tous croisé à un moment donné les bouteilles d'eau, vous savez, quand on les prend, alors ça elles sont bien remplies, alors ça, c'est plutôt, ça veut dire qu'on a acheté la bonne quantité, mais dès que vous les saisissez pour les verser,
elles sont tellement souples qu'on en met à côté. Vous avez tous cette expérience de consommateur, je l'imagine. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a fait différentes lois, et notamment ça, c'est une des conséquences de l'économie circulaire, du fameux R de réduction. C'est-à-dire qu'à l'échelle des fabricants de bouteilles, ils ont fait en sorte d'avoir une géométrie qui peut varier, mais avec des propriétés physiques de résistance au liquide qu'on a mis à l'intérieur qui restent intactes en réduisant l'épaisseur de plastique. Donc on a réduit la quantité. Bon voilà, donc les bouteilles, elles sont plus fragiles. Et donc ces bouteilles-là, par la démonstration que je viens de vous faire, on ne peut pas les réemployer par définition, parce que pour réemployer, il va falloir qu'elles repassent dans un cycle où il va falloir déjà les massifier, les remettre dans une usine. Arriver dans l'usine, il va falloir décoller l'étiquette, il va falloir les laver, vérifier tout un certain nombre de choses. Donc si elles sont trop fragiles, vous imaginez bien qu'à la fin, il n'y a plus rien du tout. Donc la consigne, et lorsqu'on est sur des bouteilles plastiques, la consigne pour réemploi, elle oblige à revenir en arrière. C'est-à-dire que l'industriel qui avait allégé pour réduire la quantité, ces bouteilles, il est obligé de les rendre plus épaisses, donc de faire des nouvelles bouteilles. Alors là, on se pose déjà la question de quel est l'intérêt de mettre sur le marché des bouteilles qui vont être recyclées, donc on pourra faire légères, et d'autres qui vont être réemployées, qu'il faudra faire plus résistantes et plus lourdes. Donc déjà, il y a une première question, et donc c'est pratiquement déjà une impasse économique. Puis pour le consommateur, comment il fait la distinction entre les deux? Comment il achète de la bouteille plastique recyclable ou réemployable? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je crois qu'en définitive, la consigne pour recyclage dans le plastique, dans la bouteille plastique, va trouver une impasse avec ce raisonnement-là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie question, et en lien avec exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si on considère les R successifs et la philosophie générale qui est de dire on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire, et la quantité de matière qu'on utilise. Et au-delà de la matière, c'est tous les intrants dont on a besoin pour laver, pour refondre le plastique, etc. Donc c'est ce qu'on appelle c'est un nouveau terme, j'en suis désolé, mais que vous devez connaître, parce que vous êtes tous des spécialistes, les ACV, les analyses de cycle de vie. Donc c'est tout cela qu'il faut regarder. Mais en tout cas, Thomas met effectivement le curseur sur quelque chose qui est très important et qui est aussi dit d'une autre façon. Il ne faut pas que la consigne devienne du greenwashing travers je fais de la consigne pour privilégier, par exemple, du recyclage parce que c'est ce que je voulais. Voilà, non, la consigne, c'est vraiment, je suis dans l'économie circulaire, les 3 R, et effectivement, le fait d'avoir la possibilité pour une matière qui est le plastique, d'une voie qui est la consigne pour réemploi et d'une voie qui est la consigne pour recyclage, ça pose effectivement l'excellente question que nous a posée Thomas. La réponse, euh, elle viendra, parce que déjà, on n'a pas la consigne en France, donc c'est déjà compliqué de répondre pour ça aujourd'hui. On pourrait comparer à ce qui se passe dans d'autres pays, en Allemagne, etc., mais ce n'est pas non plus les mêmes systèmes de gestion des déchets, les mêmes organisations, etc. Donc tout ça est quand même un peu compliqué, mais donnerait des enseignements. En tout cas, en France, on ne l'a pas. Donc faire un bilan en France, ce n'est pas possible. C'est aussi l'objet du Tour de France de la consigne que je vais faire avec joie, bonheur, dans les semaines qui viennent, qui permettra peut-être, alors Thomas, vous avez qu'à revenir vers moi par LinkedIn ou autre à la fin du mois de mai. Je regarderai ce sujet-là et je pourrais vous apporter une question plus fine, mais je crois qu'il va y avoir une impasse économique pour les metteurs en marché, quoi. C'est noté, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Plaisir. On se mettra sur le bord des routes, Philippe, comme le Tour de France, et on attendra le passage. Là, vous pouvez attendre longtemps parce que je sais pas si je crois que j'y vais en train. On se mettra dans les gares alors. Ok, Je suis sur parfait. Montpellier, moi. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Il y a une question dans le chat de Mathilde qui dit qu'il y a quand même une grande différence entre consigne pour réemploi vert et consigne pour recyclage Oui. plastique, et l'une plus vertueuse que l'autre. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mathilde a raison de souligner ça. Ça montre Mathilde nous montre toute la complexité du sujet. C'est-à-dire qu'on a des matières qui sont différentes, le verre et le plastique. On a des durées de vie qui sont différentes. Vous prenez une bouteille, vous la lavez X fois, vous remettez une étiquette, vous la décollez, vous frottez avant qu'elle commence à s'abîmer. Il va falloir un certain nombre de cycles. Ça va être complètement différent pour le plastique. Et c'est aussi ce que je vous ai dit, c'est le sujet de l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Parce qu'à chaque fois, il faut collecter, transporter, massifier, mettre dans une usine, nettoyer, décoller, recoller, s'assurer que tout ça est bien aux normes, re-remplir, retransporter pour aller. Et donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas les mêmes poids. Donc, les ACV vont être différentes selon que c'est du verre et du plastique. Et puis, si on regarde la dimension recyclage, eh ben, ce n'est pas les mêmes empreintes énergétiques aussi. Et voilà, donc il faut regarder tout ça. Donc, c'est très difficile, Mathilde, de répondre à votre question, mais en tout cas, votre remarque est judicieuse. Il y a une vraie différence. Et c'est les ACV qui permettent de faire le tri entre les deux. Et ça montre aussi toute la complexité, parce que si c'était simple, ça fait longtemps qu'on aurait
trouver la meilleure solution et qu'on aurait le modèle économique qui va bien avec. Et donc, et ce que dit Mathilde, c'est aussi très important parce que le fait de le savoir, c'est l'éclairage du consommateur qui est en capacité de faire les bons choix lorsqu'il utilise son porte-monnaie pour payer à la caisse. C'est là lui aussi qui a entre les mains le fait qu'on aille vers les bonnes dimensions de l'économie circulaire. Oui, je voulais juste compléter là-dessus. On va pas faire un sujet sur la consigne, mais c'est vrai que maintenant, on vend plus loin aussi les bouteilles. Et donc, c'est plus compliqué de faire revenir. Il y a ce sujet-là. Enfin, c'est pour ça qu'il faut faire aussi ces ACV pour aussi mettre le volet distribution logistique et le retour pour mesurer cet impact-là. Parce que parfois, l'impact carbone du transport et de faire revenir, bah, on y perd. Et puis, il y a aussi les contraintes liées au liquide qu'on met dans les bouteilles en verre parfois, qui ne supportent, du fait de la pression, qui ne supportent pas qu'on refasse un passage et qu'on remette le même liquide avec la même pression dans la bouteille, sans quoi la pression du fait des chocs pourrait exploser. Donc, c'est vraiment faire de l'ACV, mais même pas entre plastique et verre, entre produits mis dans chaque bouteille, voilà, entre elles, quoi. Donc, Et puis, c'est... alors, puisque vous me tendez la perche, sur l'exhaustivité de l'ACV, chose que je dis dans plusieurs rapports de l'OPEX et qui est important, moi, j'aimerais que dans l'ACV de la bouteille plastique, il y ait la part de la bouteille plastique qui est abandonnée dans la nature et qui, sous l'effet des ultraviolets, de l'oxygène, des micro-organismes, des frottements, va devenir des microplastiques qui vont aller contaminer l'eau des rivières, l'eau des fleuves, l'eau de l'océan, impacter la biodiversité, nous impacter nous, parce que dans la chaîne alimentaire, à un moment donné, on peut consommer cette biodiversité. Donc j'aimerais que la CV du plastique tienne compte de cette chose-là, mais vous voyez toute la complexité. Et c'est un peu tous les commentaires que... Alors, c'était Mathilde B, que je rende à César ce qui lui appartient dans ces questions, parce que je vois aussi qu'on a une Mathilde D avec nous. C'était Mathilde B qui posait la question. Et puis après, on a aussi des remarques de Pierre-Olivier et de Yannick qui vont exactement dans le même sens. Et aussi, je trouve que Yannick dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a le cas des solutions locales. Et donc, il ouvre aussi un sujet qui est fondamental, qui est celui de l'uniformisation des contenants. Parce qu'évidemment, si on a tous la même bouteille, la massification et de manière locale pour laver et remplir, c'est beaucoup plus facile. Mais alors là, vous imaginez du point de vue culturel, la difficulté qu'il peut y avoir à dire qu'une bouteille de vin de Bordeaux, une bouteille de vin d'Anjou et une bouteille de vin des Côtes-du-Rhône a la même forme et le même écusson, quoi. Vous nous direz après le Tour de France, Philippe. Donc c'est aussi de la sociologie, c'est ce que je veux dire, et donc c'est pas si évident que ça, quoi. Juste peut-être pour finir sur, est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez recommander sur, du coup, peut-être des plans d'action à mettre en place dans sa collectivité? Moi, j'en avais identifié un, je ne sais pas si vous le connaissez, le guide à destination des communes françaises de WWF, Territoire zéro pollution plastique, qui date déjà de la dernière campagne municipale. Je ne sais pas si vous le connaissez, Philippe. Non, je ne le connais pas, mais je vais en profiter pour faire une autre page de publicité. Et merci pour la question. Alors là, c'est royal, quoi. La voix est royale. Mais je vais vous dire d'aller sur le site de l'ADEME à Angers, pour trouver, j'imagine, là, vous allez chercher sur Google ADEME, guide pratique, plastique, collectivité, je suis sûr que vous trouvez quelque chose. Et ce qui me permet de lancer le message qu'on va arrêter les débats populistes pour dire qu'on va supprimer l'ADEME. Merci pour la perche. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour le J'espère qu'il n'y temps en a pas qui voulaient supprimer l'ADEME dans ceux qui sont présents, sinon ils vont vous trouver violents envers eux, quoi. Merci beaucoup Philippe pour le temps que vous nous avez consacré. On vous rappelle qu'il va y avoir des visios comme ça une fois par mois sur des sujets. On vous a dit le zéro artificialisation net en juin pour voir comment on l'applique dans sa collectivité. Un autre sujet au mois de mai. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour, voilà, pour recevoir notre actualité et être informé de la date et de l'heure de la prochaine visio pour préparer ces élections municipales. Et merci à vous pour votre présence nombreuse, parce que j'imagine que vous avez quand même bien d'autres choses à faire un jeudi soir à 21h que d'écouter un député derrière un ordinateur. En famille, je suis sûr qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Merci beaucoup, Je vais merci à m'empresser tous. d'aller faire. Alors, je ne dis pas que je me suis ennuyé avec vous, mais je vais rejoindre ma famille pour des activités autres. Merci à tous, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au Et revoir. bravo pour l'organisation. Merci. Merci.